Ma bru a abandonné son propre bébé sur mon seuil avec un mot, divertissement pour le vieux désœuvré. 18 ans plus tard, il est un magnat du marketing digital. Aujourd'hui, elle a fait irruption chez moi avec un notaire exigeant sa part. Mon petit-fils, désormais millionnaire, l'a fixé du regard et a prononcé 3 mots qui l'ont glacé. Je suis content de t'avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous me lisez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon récit a voyagé. Veuillez s'il vous plaît vous abonner à ma chaîne. Un matin, mon monde s'est effondré pour toujours. Ce jour-là est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Le son de la sonnette m'a réveillé à 6 heures du matin. Je ne recevais jamais de visite si tôt, alors je me suis levé, curieux. Pensant que c'était peut-être le facteur avec un colis, j'ai ouvert la porte de mon petit appartement. Le silence était étrange, perturbant. J'ai baissé les yeux et là, il y avait un panier en osier couvert d'une couverture bleu clair. Mon cœur s'est emballé quand j'ai entendu le doudou d'un bébé. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé la couverture. Un nouveau-né d'1 semaine environ. Il me regardait avec ses petits yeux sombres que j'ai immédiatement reconnus. C'étaient les yeux de mon fils Fernando, les mêmes que j'avais vus en lui quand il est né il y a 45 ans. J'ai pris le panier avec précaution et l'ai porté à l'intérieur. C'est alors que j'ai vu la note. Elle était pliée sous la couverture, écrite d'une écriture parfaite et pointue que je connaissais très bien. Michel, ma belle-fille, avait écrit ces mots qui me font encore mal quand je m'en souviens. Divertissement pour le vieux désœuvré. Nous n'avons pas le temps d'élever des enfants. Si tu le désires tant, garde-le. J'ai lu cette note 1, 2, 3 fois. Chaque mot était comme un coup de poignard. Je n'arrivais pas à croire la cruauté et la froideur de ces lignes. Mon propre fils et sa femme avaient abandonné leur bébé sur mon seuil comme un colis indésirable. J'ai couru vers le téléphone et j'ai composé le numéro de Fernando avec des doigts tremblants. Il a sonné plusieurs fois avant qu'il ne réponde d'une voix emmiéglée. « Fernando, mon fils, tu dois venir tout de suite. Ton bébé est ici avec moi. » Il y a eu un long et lourd silence de l'autre côté de la ligne. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, froide, comme s'il parlait à un étranger. « Papa, Michel et moi avons pris notre décision. Nous ne sommes pas prêts à être parents. Tu as toujours dit que tu voulais plus de petits-enfants. Eh bien, en voilà un. Tu es fou. C'est ton fils, Fernando, ton propre sang. C'est notre décision, papa. Ne nous appelle plus pour ça. » La ligne a été coupée. Je suis resté là, planté, tenant le téléphone d'une main et le bébé de l'autre, sentant comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour après la mort de sa mère, m'abandonnait avec son propre fils. J'ai rappelé. Cette fois, c'est Michel qui répondit. « Bernard, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te prévenir que Michel et moi nous sommes mariés le mois dernier à Las Vegas. C'était une petite cérémonie intime. Je pensais que tu devrais le savoir. » Mon cœur s'est brisé un peu plus. Mon fils s'était marié et il ne m'avait même pas invité, ni même prévenu. « Et Étienne, vous ne voulez pas connaître votre fils ? » « Bernard, nous en avons déjà parlé. Cette partie de nos vies est derrière nous. Nous avons des projets, des rêves. Fernando postule pour un master en administration des affaires. Moi, je vais étudier le design d'intérieur. Un enfant ne cadre pas dans nos plans actuellement. Et quand est-ce qu'il cadrera, Michel? Quand il aura 5 ans, 10 ans? Jamais? Bernard, tu dois comprendre que c'est définitif. Nous ne changerons pas d'avis. Fais ce que tu veux avec l'enfant, mais n'attends rien de nous. Cet appel fut pire que l'abandon initial. C'était la confirmation qu'ils avaient décidé d'effacer Étienne de leur vie pour toujours. Je suis allé voir un avocat du quartier et j'ai posé des questions sur l'adoption. Il m'a dit que, puisque les parents avaient abandonné l'enfant, je pourrais entamer les procédures, mais qu'il me faudrait de l'argent, ce que je n'avais pas. « Monsieur Bernard, m'a dit l'avocat, ce qui vous est arrivé est terrible, mais légalement c'est compliqué. S'ils disent que vous êtes offert à prendre soin de l'enfant, il sera difficile de prouver l'abandon. » Je suis sorti de ce bureau en me sentant plus seul que jamais. Mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu Étienne me sourire pour la première fois, j'ai su que cela valait la peine. Cet enfant m'avait redonné un but, une raison de me lever chaque matin. « Quoi qu'il arrive, mon petit, » je lui ai murmuré en le nourrissant, « je ne t'abandonnerai jamais. » Je ne savais pas alors que ces mots deviendraient la promesse la plus importante de ma vie, ni que 18 ans plus tard, Michel reviendrait avec un sourire sur les lèvres et des documents légaux en main, cherchant à réclamer l'enfant qu'elle avait jeté comme un déchet. Je me levais à 6 heures pour préparer le petit déjeuner d'Étienne et l'emmener chez Madame Rosa, l'assistante maternelle bon marché du quartier.
Madame Rosa, qui gardait 5 enfants chez elle, me prenait 100 $ par semaine. Bernard, cet enfant est un ange, me disait Madame Rosa, toutes les après-midi quand j'allais chercher Étienne. Il ne pleure jamais, ne pose jamais de problème. C'est comme s'il comprenait que la vie avait été difficile pour lui. Et c'était vrai. Étienne était un enfant extraordinairement calme. Quand d'autres enfants pleuraient leurs parents, lui, il se serrait simplement plus fort contre moi. C'était comme s'il était né en comprenant que j'étais tout ce qu'il avait dans ce monde et qu'il était aussi tout ce que j'avais dans ce monde. À 3 ans, Étienne commença à poser des questions sur ses parents. « Où est ma maman? Où est mon papa ?» demandait-il avec ses grands yeux innocents. Au début, je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à un enfant de 3 ans que ses parents l'avaient abandonné parce qu'il ne rentrait pas dans leur plan? J'ai décidé de mentir, mais pieusement. « Ta maman et ton papa ont dû partir loin pour le travail, mon amour, mais moi, je suis là avec toi, et je t'aime très fort. » Quand Étienne a eu 5 ans, j'ai décidé de lui dire une version plus proche de la vérité. « Mon amour, ta maman et ton papa étaient très jeunes quand tu es né. Ils n'étaient pas encore prêts à être parents. Alors ils m'ont demandé de prendre soin de toi jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Quand vont-ils être prêts, mamie? Je ne sais pas, mon amour, mais en attendant, toi et moi formons une famille parfaite, n'est-ce pas? » Il hocha la tête et me serra dans ses bras, mais je pouvais voir que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de plus de réponses, de plus de vérité. Mais comment dire à un enfant de 5 ans que ses parents l'avaient abandonné comme s'il était un déchet? Je travaillais 18 heures par jour, entre la couture et le nettoyage des bureaux, et malgré tout, parfois, nous n'arrivions pas à joindre les bouts. Je me souviens d'un Joël Noël, quand Étienne avait 7 ans, tous les enfants de sa classe parlaient des cadeaux qu'ils allaient recevoir, des fêtes de famille, des voyages qu'ils feraient. Étienne rentra à la maison cet après-midi et me trouva en train de pleurer dans la cuisine. « Qu'est-ce qui t'arrive, papy ?» J'avais 50 € sur mon compte bancaire, 50 € pour lui acheter des cadeaux de Noël, pour préparer un dîner spécial, pour lui offrir ne serait-ce qu'une petite partie de la magie que les autres enfants avaient. Mirin, mon amour, je suis tout simplement fatigué. Cette nuit-là, après qu'il se soit dormi, j'ai fouillé mes affaires à la recherche de quelque chose que je pourrais vendre. Je trouvais mon alliance, le dernier souvenir physique que j'avais de ma femme. C'était une bague simple, mais en or véritable. Le lendemain, je l'ai portée à un prêteur sur gage et j'en obtins 200 €. Avec cet argent, j'ai acheté des cadeaux pour Étienne, un vélo d'occasion que j'ai peint en bleu, quelques livres, des vêtements nouveaux. Son visage de joie le matin de Noël a fait que la vente de mon alliance en valait la peine. Mais cette nuit-là, tandis qu'il jouait avec ses nouveaux jouets, je me suis assis dans ma chambre et j'ai pleuré pour Roberta, ma femme décédée, pour la vie que nous avions planifiée ensemble, pour le petit frère que ma femme ne connaîtrait jamais. Quand Étienne a eu 12 ans, quelque chose changea en lui. Il devint plus silencieux, plus observateur. Un jour, il est rentré de l'école et m'a posé une question qui m'a paralysé. « Papy, mes parents m'ont abandonné ?» Mon cœur s'est arrêté. Avait-il entendu quelque chose à l'école? Quelqu'un lui avait dit quelque chose? Pourquoi demandes-tu cela, mon chéri? Parce que Jimmy, dans ma classe, dit que les seuls enfants qui vivent avec leurs grands-parents sont ceux que leurs parents ne veulent pas. J'ai ressenti une rage si profonde que mes mains ont tremblé. Quel genre d'enfant dit cela? Quel genre de parent apprend à un enfant à blesser les autres de cette façon? Jimmy se trompe, Étienne. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les enfants vivent avec leurs grands-parents, et nous formons une famille parfaite, n'est-ce pas? Il hocha la tête et me serra dans ses bras, mais je pouvais voir que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de plus de réponses, de plus de vérité. Mais comment dire à un enfant de 5 ans que ses parents l'avaient abandonné comme s'il était un déchet? Je travaillais 18 heures par jour, entre la couture et le nettoyage des bureaux, et malgré tout, parfois, nous n'arrivions pas à joindre les bouts. Je me souviens d'un Joël Noël, quand Étienne avait 7 ans, tous les enfants de sa classe parlaient des cadeaux qu'ils allaient recevoir, des fêtes de famille, des voyages qu'ils feraient. Étienne rentra à la maison cet après-midi et me trouva en train de pleurer dans la cuisine. « Qu'est-ce qui t'arrive, papy ?» J'avais 50 € sur mon compte bancaire, 50 € pour lui acheter des cadeaux de Noël, pour préparer un dîner spécial, pour lui offrir ne serait-ce qu'une petite partie de la magie que les autres enfants avaient. Mirin, mon amour, je suis tout simplement fatigué. Cette nuit-là, après qu'il se soit dormi, j'ai fouillé mes affaires à la recherche de quelque chose que je pourrais vendre. Je trouvais mon alliance, le dernier souvenir physique que j'avais de ma femme. C'était une bague simple, mais en or véritable. Le lendemain, je l'ai portée à un prêteur sur gage et j'en obtins 200 €. Avec cet argent, j'ai acheté des cadeaux pour Étienne, un vélo d'occasion que j'ai peint en bleu, quelques livres, des vêtements nouveaux. Son visage de joie le matin de Noël a fait que la vente de mon alliance en valait la peine.
Mais cette nuit-là, tandis qu'il jouait avec ses nouveaux jouets, je me suis assis dans ma chambre et j'ai pleuré pour Roberta, ma femme décédée, pour la vie que nous avions planifiée ensemble, pour le petit frère que ma femme ne connaîtrait jamais. Quand Étienne a eu 12 ans, quelque chose changea en lui. Il devint plus silencieux, plus observateur. Un jour, il est rentré de l'école et m'a posé une question qui m'a paralysé. « Papy, mes parents m'ont abandonné ?» Mon cœur s'est arrêté. Avait-il entendu quelque chose à l'école? Quelqu'un lui avait dit quelque chose? Pourquoi demandes-tu cela, mon chéri? Parce que Jimmy, dans ma classe, dit que les seuls enfants qui vivent avec leurs grands-parents sont ceux que leurs parents ne veulent pas. J'ai ressenti une rage si profonde que mes mains ont tremblé. Quel genre d'enfant dit cela? Quel genre de parent apprend à un enfant à blesser les autres de cette façon? Jimmy se trompe, Étienne. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les enfants vivent avec leurs grands-parents. Et nous formons une famille parfaite, n'est-ce pas? Il hocha la tête et me serra dans ses bras, mais je pouvais voir que ce n'était pas suffisant. Étienne a commencé à passer des heures à apprendre la programmation, le design web, des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Il me parlait de ses projets avec une passion qui me rappelait Roberta quand il parlait de ses rêves. « Papy, je serai riche un jour », m'a-t-il dit une nuit quand il avait 15 ans. « J'aurai une grande maison où nous pourrons vivre ensemble et tu n'auras plus jamais à travailler à nettoyer des bureaux. » J'ai ri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait croire que peut-être, juste peut-être, ce rêve deviendrait réalité. « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, mon chéri. L'argent n'importe pas. »« Pour moi, ça importe, » a-t-il dit avec un sérieux qui m'a surpris. « Parce que je veux te donner tout ce que tu mérites. Je veux que tu aies la vie que tu aurais dû avoir. » Tout a changé quand Étienne a eu 18 ans. Au cours des 2 dernières années de lycée, Étienne avait travaillé en ligne, concevant des pages web pour de petites entreprises du quartier. Au début, c'était des projets simples qui lui rapportaient 50 ou 100 euros, argent qu'il insistait pour me donner afin d'aider aux dépenses de la maison. « Grand-père, tu n'as plus besoin de travailler autant », me disait-il chaque fois que je rentrais après avoir nettoyé des bureaux. « Je peux gagner assez d'argent pour nous deux. » Mais je continuais à travailler. Un matin, Étienne a posé l'ordinateur devant moi et a montré des chiffres sur l'écran. « Tu vois, c'est mon compte bancaire. » J'ai regardé les chiffres, mais je ne comprenais pas ce qu'ils signifiaient. Il y avait tellement de zéros que j'ai cru à une erreur du système. « Je ne comprends pas, mon chéri. Que signifient tous ces chiffres ?»« Cela signifie que nous avons des millions d'euros, grand-père. » J'ai cru qu'il me faisait une blague. J'ai ri. « Ne dis pas de bêtises, Étienne. Personne ne gagne des millions d'euros en concevant des pages web. » Son expression est devenue complètement sérieuse. Il a pris mes mains dans les siennes, ces mains dont je me souvenais quand elles étaient si petites qu'elles tenaient dans ma paume. « Grand-père, ces 6 derniers mois, je n'ai pas simplement conçu des pages web. J'ai travaillé avec de grandes entreprises, créant des campagnes de marketing digital. La dernière campagne que j'ai faite pour une chaîne de restaurants a augmenté leurs ventes de 40%. Ils m'ont payé 500 000 euros juste pour cette campagne. » Mon cœur s'est mis à battre vite, non par l'émotion, mais par la peur. Était-ce réel? Était-il possible que mon petit-fils, le bébé que j'avais trouvé abandonné sur mon pas de porte, soit devenu millionnaire? Mais comment? Je n'y comprends rien. Étienne s'est levé et a commencé à marcher dans la petite cuisine avec l'énergie de quelqu'un qui a gardé un énorme secret. « J'étudie le marketing digital depuis que j'ai 15 ans. Je ne me contente pas de concevoir des pages web, grand-père. J'analyse des données, je crée des stratégies de vente, j'aide les entreprises à atteindre plus de clients. Et il s'avère que je suis très bon dans ce domaine. » Je suis resté là, assis, essayant de traiter ce qu'il me disait. Mon petit-fils, qui avait grandi dans ce petit appartement, mangeant des haricots et du riz la plupart du temps parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre, était millionnaire. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» lui ai-je demandé. J'ai immédiatement réalisé à quel point cette question semblait stupide. « Nous allons déménager, grand-père. Nous allons acheter une grande maison avec un jardin. Tu vas arrêter de travailler pour toujours. Je vais te donner tout ce que tu mérites. » Cet après-midi-là, Étienne m'a emmené voir des maisons énormes avec des jardins. Nous avons choisi une maison à 2 étages dans un joli quartier, avec un jardin où je pourrais planter des fleurs, comme je l'avais rêvé pendant des années. La maison coûtait 400 000 euros et Étienne l'a payée en espèces. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Le jour où nous avons déménagé, tandis que j'emballais mes quelques affaires, j'ai trouvé la boîte où je gardais toutes les preuves de l'abandon d'Étienne. La note de Michel, les photos que j'avais prises le jour de l'abandon, les reçus médicaux que j'avais payés seul. Un instant, j'ai pensé à la jeter.
À quoi bon